bien ensemble le premier groupe Oui, ben on en reparlera demain. Ah. Oui, j'ai débriefé un peu individuellement. Il y a 2-3 trucs aussi sur lesquels j'avais des questions à poser. Mais dans l'ensemble, c'était pas mal. En tout cas, c'était un petit peu plus précis, on va dire. Voilà. Après, moi, j'aurais plus de choses sur la construction facile, mais on va pas. Vas-y. Alors, suite avec la partie technique, on va essayer de parler un peu plus physique, ce qui va de pair, parce que souvent pour appliquer des choses techniques, on a besoin du physique. Et si parfois le joueur il n'arrive pas à réaliser certains gestes techniques qu'on va lui demander, soit d'intervenir plus tôt, c'est pas parce qu'il a une mauvaise lecture, c'est peut-être parce qu'il va pas assez vite, ou qu'il n'est pas assez fort sur ses appuis. Donc on va essayer de voir à travers un parcours un petit peu sur le secteur masculin, on fait différentes choses à différents âges. Donc il y a des choses qu'on va un peu préconiser sur les pôles espoirs, des choses qui vont un peu être faites ici au pôle France, et avec bien sûr une suite du travail qui doit être fait quand vous les recevez vous en club pro, parce que le travail qu'ils ont fait ici n'est pas terminé. Le joueur il est en constante évolution, ils vont sortir d'ici, ils vont avoir 19 ans, donc ils sont encore tout jeunes, ils ont encore plein de choses à voir. Mais on va essayer de leur donner un maximum de base. Sur la préparation physique, voici un peu moi mes gros critères. Surtout le premier, c'est la musculation équilibre. En fait, c'est tous les exercices de musculation qu'on va trouver et qu'on va mettre sous une forme d'équilibre. Donc ça peut être un squat, mais dès qu'on va faire un squat, on va le mettre soit sur un bosu, soit sur des lentilles, sur toute forme de petits jeux de construction, ou soit juste en unipodal. Et là, on va lui demander de faire une flexion de jambe. Et là, déjà, le fait d'être en unipodal, il y a une instabilité qui se crée sur le joueur. Donc, on a notre principal thème, l'équilibre. Il peut réaliser un développé couché, mais cette fois, on ne va pas lui faire un développé couché sur un banc où il va être stable avec une barre. On va plutôt l'asseoir sur un Swiss ball. On va le mettre en forme de pompe. Sur un Swiss ball, on va lui demander de faire un développé couché avec des haltères. Donc là, le joueur a un souci de gainage parce qu'il appuie un banc. Et il a des haltères, donc problème d'équilibre au niveau bras droit, bras gauche, et de synchronisation entre les deux bras. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important dans tous les sports et à tout âge. Mais ça va être surtout la base de la construction d'un athlète. Disons qu'avant que ça devienne des volleyeurs experts, on va essayer de faire en sorte que ce soit des athlètes experts. Et pour construire notre athlète, pour éviter les blessures, pour qu'il soit le plus équilibré possible, il faut lui construire une grosse pyramide, des bonnes fondations. Et ensuite, s'il a des bonnes fondations, on va pouvoir mettre des étages. Et nous, ce n'est pas un immeuble à 3 étages qu'on veut faire, mais c'est 10 étages. On veut l'amener tout en haut. Ensuite, c'est la prévention, parce que l'idée, on va prendre par exemple l'exemple de Daryl. Daryl, on n'a pas forcément besoin de le développer. C'est un joueur qui se blesse beaucoup, donc c'est un joueur auquel on essaie de faire beaucoup plus de prévention que de développement. La preuve, là, il s'est encore fait mal à l'épaule. Donc il est arrêté, ça ne dure jamais très longtemps, mais il a toujours 2-3 jours assez régulièrement malheureusement où il s'arrête. C'est un blague. C'est pour ça des Guadeloupe. Voilà, c'est tendinite, mais il n'est pas sérieux au niveau des étirements, il ne s'étire pas. Au niveau de l'hydratation aussi, pas très sérieux. Enfin, tout ce qui peut être lié sur des causes au niveau de la tendinite, il est en plein dedans. Et puis en plus, il est très explosif, sans être très fort, il est très vite. Donc s'il n'y a pas de viande pour tenir l'articulation, l'épaule à chaque fois, elle passe de façon antérieure. Donc tendinite du long biceps, il y a juste des rotations, au lieu d'utiliser les grandes masses musculaires, il y a juste des rotations. Il fait beaucoup d'attaques à rotateur. Ouais. Pas avec les bras. Il n'utilise pas les pecs et les dorsaux, il n'y a que les rotateurs qui travaillent. Je ne sais pas si tu as vu, la correction, il fait que ça. Après, chaque joueur va avoir un geste caractéristique. On va essayer de temps en temps de modifier un geste du joueur pour éviter qu'il se fasse mal. Par exemple, on va prendre un joueur qui est plus là ce soir parce qu'il est parti au but du volley, Arnaud Loiseau. C'est un joueur qui a du gros problème du sus-épineux. Donc l'épaule qui passe un peu trop vers le haut, qui vient frotter là-haut, donc il a des tendinites au niveau de l'épaule. Tout ça parce qu'on lui avait demandé de prendre sa balle très haut. Donc techniquement, lui, il a écouté l'entraîneur et il a dit « je vais prendre la balle très haut ». Au moment de l'attaque, il faisait ça à chaque fois. Il faisait ça à chaque fois pour attaquer. Donc l'épaule, à chaque fois, elle passe en souffrance. Et on a vu avec les entraîneurs qu'en fait, au lieu d'avancer
là ici, avancer dans son épaule. Donc au moment où il doit avancer, il monte pour aller chercher sa balle plus haut, juste ce qu'on lui a demandé. Il perd en puissance, il frappe moins fort. Donc oui, il attaque sa balle plus haut, mais moins fort, et avec une épaule qui va devenir très instable, très douloureuse, et avec des problématiques d'épaule. Ce qui est arrivé, et ce qu'il avait déjà auparavant avant de venir ici, gros problème d'épaule. Donc, il faut lui renforcer. Beaucoup de travail d'abaisseur, de rotateur externe, de fixateur d'omoplate, mais en plus, il faut essayer de lui changer son geste. Après, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible chez tous les joueurs. Chaque joueur va avoir ces petits trucs, ce petit geste technique. Il n'y a pas 15 gestes de volée qui existent, et c'est pour ça que ça va faire la particularité de chaque joueur. Donc, peut-être Larry l'attaque un peu plus en rotation, mais si on arrive à lui stabiliser un peu plus son épaule, on aura fait une grosse partie du job, et il pourra attaquer malgré plus de rotation que d'abaissement de l'épaule. Donc voilà. Ensuite, on va essayer de faire en sorte qu'ils aillent vite. C'est vraiment aussi l'un des assez jeunes, parce qu'il y a un certain âge, après, on ne peut plus travailler certaines choses. Donc la vitesse, ça va se passer aussi quand on est jeune. Vite, pas seulement au niveau des bras, vite au niveau des jambes, pas seulement vite dans le saut, vite dans les déplacements aussi. Ils ont des déplacements au bloc à faire, ils ont des déplacements dans votre exercice, quand on vient de le voir, quand ils doivent sortir du filet, tout se passe sur 3 appuis au volet, donc ces 3 appuis doivent être effectués le plus vite possible. Donc on va essayer de leur faire de la vitesse. Quand je vais leur travailler la vitesse, ça ne veut pas dire que je vais faire uniquement du 3 appuis. Pour essayer d'amplifier, d'augmenter une vitesse gestuelle, en préparation physique, je vais pouvoir leur faire des sprints. Mais ça peut être des sprints type athlétisme qui vont être de 30 mètres. Ça peut être de la survitesse. Par exemple, avec Jean Patry, on a essayé de travailler un peu sa survitesse, sa course d'élan, son accélération dans sa course d'élan. Et ben on l'a emmené dehors, dans la descente, là, quand vous arrivez pour vous garer vos voitures, et il a fait de la survitesse sur 20 mètres, comme ça, pour essayer d'apprendre que son corps emmagasine un message nerveux et se dise, voilà, la vitesse auquel je dois aller maintenant, c'est celle-ci. Ça va être ma nouvelle vitesse. Et on va essayer de la reproduire après sur quelques appuis. Et on va essayer d'apprendre une nouvelle vitesse. Et ensuite, on va essayer de développer une certaine force max. Mais ça, c'est vraiment à la fin. Et il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Le but d'un jeune, c'est pas d'être le plus fort possible. C'est d'avant tout de construire sa base, de pouvoir connaître à chaque fois les préventions qu'il doit avoir, d'aller vite. Une fois qu'il a sa base qui va vite, avec une certaine souplesse, ensuite on pourra y mettre de la force. Que ce soit de la force max, que ce soit de la force explosive. Tous les paramètres de la force, on va pouvoir les mettre après. Et il faut absolument respecter ces 2 premiers items. Donc la grosse partie, en première année de Pôle Espoir, par exemple, moi ce que je demande, c'est surtout ça. Ça et un apprentissage des différents exercices. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont 14-15 ans, donc la musculation, ils vont en faire. Et avec ça, ils vont développer une certaine force. Si je vais toujours partir avec des exemples de joueurs, comme ça vous allez pouvoir les situer un petit peu. Fran Novotny-Kazik, qui est arrivé cette année, il est rentré 1 an plus tôt pour travailler physiquement, justement. Fran devrait être en pôle, donc je suis avec lui le programme que j'ai préconisé en pôle. Donc pour moi, il est essentiellement sur de la musculation équilibre. Il n'a que des circuits training, du squat sur une barre, il n'en fait pas. Par contre, il va faire du squat éguerre. Donc squat éguerre, c'est l'exercice où on a une barre, bras tendu au-dessus de la tête, et il va le faire sur un bosu. Donc chose instable. Donc il ne va pas mettre beaucoup de poids. Il va faire de l'haltéro, ça par contre, ça il va en faire, parce que souci de coordination. Il va faire du développé halter sur un Swiss ball. Il va faire des tirages par exemple, mais en appui sur un dinaire. Donc là, il est sur un dinaire, il fait des tirages. Il va avoir des spé passeurs, mais avec des wafs. Les wafs, c'est le même principe que des dinaires, c'est des petits coussins gonflables. Donc il va avoir plein d'exercices sur une base d'équilibre. Par contre, quand vient les tests, je lui ai fait faire les mêmes tests que tout le monde. Test de force max sur 3 reps où on calcule après un max théorique, 3 ou 5 reps. Là, bien sûr, il a augmenté ses performances, même s'il n'a pas travaillé sa force maximale. Donc, en faisant ça, le joueur va progresser. Donc, il n'y a pas besoin de travailler la force max pour faire augmenter la force max. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit pour nos jeunes et pas forcément les traumatiser tout de suite avec des charges lourdes. Donc,
on va essayer de voir un petit peu ce que représente la musculation équilibre. Pardon, ton pourcentage, ça représente combien? Sur les exercices, on n'est pas dans la force max pour les... J'ai aucun pourcentage de charge. C'est le joueur qui décide à quelle charge il doit travailler. C'est-à-dire que le joueur, je vais lui donner un nombre de répétitions. Fran, je lui dis, tu dois réaliser 10 répétitions. Choisis ta charge. Donc par exemple, le squat équerre, il va commencer à 10 kg. Il est sur son bosu, il commence à 10 kg. Fran, c'est bon, tu y arrives bien. On passe à 15. Fran, c'est bon, tu arrives bien. On passe à 20. Mais ça vient toujours de lui, en collaboration avec l'entraîneur, quand vous le voyez, parce que parfois il ne sait pas trop, il n'hésite pas. Vous avez jugé en le regardant, là c'est facile, tu es d'accord? Ah oui, je suis facile. Allez, on passe à une étape supérieure, là on met un peu plus de poids. Il y a une notion de progressivité. Il y a une notion de progressivité dans l'équilibre, parce que le joueur devient plus stable, il se structure. D'ailleurs, c'est les retours que lui me fait. Je me sens mieux quand je fais des passes en suspension. Parce qu'avant, il y avait le bassin qui partait, il sautait, ça partait un peu dans tous les sens. À l'heure actuelle, quand il se déplace... Il n'a pas fini de grandir, donc tu auras des rajustements constants. Bien sûr. Mais lui se trouve de plus en plus solide. C'est ça, parce qu'il y a un niveau de gainage. Et c'est le but. Et malgré ça, il progresse quand même en force max. Sur les exercices qu'il a fait, développé couché, tirage, squat, il a progressé. Après, tous ces jeunes joueurs, par exemple, ils ne font pas de test de squat tant qu'ils ne savent pas faire 10 répétitions sur une jambe, cuisse à l'horizontale. J'ai essayé de mettre en place des niveaux de progression chez les jeunes en pôle espoir. Par exemple, je suis en unipodal. Est-ce que je peux freiner la descente jusqu'à cuisse à l'horizontale? Est-ce que ça, je sais le faire? Donc déjà, ça, c'est le niveau 1. Ensuite, une fois. Est-ce que j'arrive une fois à freiner ma descente cuisse à l'horizontale? Donc je les place sur une chaise pour faire ça. Ensuite, le niveau 2, c'est j'arrive à faire des répétitions, une dizaine de répétitions, un peu moins de 10, mais pas cuisse à l'horizontale. Le niveau 3, c'est que j'arrive à faire mes 10, pas tout à fait cuisse à l'horizontale, mais presque. Le niveau 4, c'est je suis facile, cuisse à l'horizontale, j'en fais 10. À partir du moment où j'ai réalisé le niveau 4, quand j'ai fait ces différents niveaux, j'ai le droit d'aller faire du squat. Auparavant, pour moi, il n'y a pas nécessité d'aller faire de squat. Le joueur, avec son propre poids, arrive à travailler et peut travailler. Et en plus, on n'est même pas sur des principes d'endurance de force, on va lui demander de faire 15 ou 20 reps. On lui demande juste une dizaine de répétitions. Donc juste avec ça, le joueur va se développer. Et même parfois, des joueurs pro à l'heure actuelle, vous leur demandez de faire 10 répétitions cuisse à l'horizontale, vous allez voir que vous allez avoir du mal. Et ça, pour moi, c'est une base. C'est-à-dire que les joueurs pro, maintenant, en squat, c'est ça. Voilà. Par contre, eux, on ne peut pas leur dire ça, ils ne vont pas l'accepter. Ça serait insultant pour eux. Oui, leur dire enlève la charge, parce que le but c'est de mettre 200 kg et de faire ça. Ouais. Ah, j'ai mis 200 aujourd'hui. Ah, mais les vertèbres, elles ont pris 200 kg sur le dos, et en fait, j'ai travaillé un peu mes quadriceps, mais j'ai quasiment pas travaillé mes ischio-jambiers, parce qu'ils vont intervenir à partir d'une certaine angulation. Les fessiers, c'est pareil. Ils interviennent dans le mouvement du squat à partir d'une certaine angulation. Et pourtant, ce sont des extenseurs de hanches qui vont participer à la détente. Donc si on ne travaille pas ses fessiers, on va travailler moins sa détente. Donc c'est important d'avoir une certaine angulation. Et en plus, pour la prévention de tous nos joueurs, pour les problèmes de dos, de genoux, de chevilles, eh ben, on va mettre moins lourd sur le dos. Ça c'est sûr, on va mettre moins lourd. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va moins travailler ou moins bien travailler. Donc on va les protéger, ils vont durer dans le temps, et ça va être une autre forme. Le but, c'est pas forcément d'être le plus fort possible. Il faut pouvoir utiliser la force. L'idée, c'est vraiment de travailler avec une charge utile. D'accord, harmonieux. Exactement. Moi, j'appelle ça un gainage dynamique, un gainage postural. Donc, qu'est-ce qui va rentrer en mouvement dans ces principes d'équilibre? C'est la bonne coordination des muscles fixateurs et moteurs du mouvement, ce qui est nécessaire à la stabilisation du corps, à son déplacement. Par exemple, lorsque vous marchez, au départ, un enfant, il n'arrive pas très bien à marcher parce que justement, il n'a pas de coordination, il n'a pas de stabilité. Donc, c'est l'idée de base. On redevient enfant en se mettant des petites galettes de proprioception, en mettant des bosus, on va reperdre de l'équilibre. Donc, on va réapprendre certaines choses pour devenir plus fort quand je serai sur le sol dur. C'est le gros principe de base. La coordination fait appel à la notion de synergie musculaire, car le système musculaire est pris dans son ensemble. Donc là, c'est-à-dire que je ne travaille plus un seul muscle. Par exemple, si je me mets sur un banc, je fais du développé couché, là, c'est sûr, j'ai plus que pec, triceps, un peu deltoïdes qui vont travailler. Par contre, si je suis sur un Swiss ball, que je suis en forme de gainage
et ben j'ai mes ischios qui vont intervenir, j'ai mes lombaires, j'ai mes abdos, mes fessiers, et donc j'ai tout ça qui travaille en même temps pour exécuter un mouvement. Donc tous les muscles sont au service de quelques muscles principaux qui vont travailler dans l'exercice. Mais j'ai tout le reste qui est quand même concerné. Et c'est une idée qui est assez importante, je pense. Le gain de force au départ se fera grâce à la stimulation du système nerveux et par une meilleure réalisation du geste. Donc c'est sûr, au début, quand je vais devoir réaliser mon geste, ben, je ne peux pas bien le réaliser parce que j'ai mon bassin qui va bouger quand je suis en appui sur mon Swiss ball. Donc le gain de force au départ, c'est pas parce que j'ai gagné en force au niveau du haut du corps, c'est peut-être parce que j'ai gagné en stabilité au niveau de mon bassin. Étant plus stable, je peux appliquer une force. J'ai créé un point d'application stable, je peux l'appliquer. Également, donc tout ce qui est motricité globale du corps qui va intervenir lorsque mon central va devoir faire son déplacement. Si mon central il n'est pas coordonné et qu'il a du mal à se déplacer, qu'il n'est pas solide, ben, j'ai beau faire en sorte qu'il soit très fort des jambes, j'ai beau faire en sorte qu'il aille plus vite, il n'ira pas plus vite parce qu'il y a un problème là. Donc ça ira vite là, mais ça ne suivra pas là où ça sera décoordonné. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le joueur dans sa globalité. Donc ça concerne le contrôle de l'ensemble du corps. Donc c'est pour ça qu'on prend vraiment la globalité. Donc pour moi le gainage, c'est dans cette position-là, ça part du bout des doigts jusqu'au doigt de pied. Donc c'est vraiment tout l'ensemble. En tant que mouvement, qu'à l'état de repos. Donc là, en fait, le déséquilibre, l'équilibre, c'est une succession de déséquilibres. Donc là, ici, à chaque fois, je suis tout le temps en train de me rééquilibrer. Pourtant, je suis à peu près équilibré. Donc à chaque fois, je vais faire travailler mes muscles, que ce soit ischio, que ce soit quadri, pour être stable et tenir droit. Donc on va essayer de fournir un ensemble de réponses motrices qui assure l'harmonie et l'aisance dans les activités corporelles. Donc ça, c'est une petite définition. Les activités motrices globales sollicitent l'ensemble des parties du corps, telles que la marche, la course, les sauts, les lancers. Donc on les retrouve vraiment partout, qui nécessitent l'intervention de la coordination de groupes musculaires importants. Donc c'est à chaque fois les gros groupes musculaires qui vont intervenir dès que vous allez faire un geste. Chaque déplacement ne va pas concerner un ou deux groupes, mais un ensemble de groupes musculaires. Et cet ensemble doit travailler en harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie, je vais penser par exemple que mon déplacement est dû à un problème du bas du corps de mon joueur, alors que pas forcément. Ça peut venir d'une mauvaise coordination gestuelle de ses bras, parce que dans son mouvement, il y a ses bras qui l'handicapent, il est handicapé avec ses bras. Il y a un problème de gainage, il y a un problème peut-être au niveau de la cheville, peut-être plus qu'au niveau du bassin. Donc c'est pour ça que tous ces mouvements vont essayer de prendre la globalité du corps et l'ensemble du corps. Donc les composantes de la motricité globale, ça va être la dissociation segmentaire. Par exemple, sur un joueur, je vais lui demander d'être à genoux sur un Swiss ball. Le joueur il va être à genoux sur un Swiss ball et je vais lui demander, donc là déjà il faut qu'il tienne l'équilibre, ce qui est déjà assez difficile. Donc pareil, ça fait partie de différents tests. C'est est-ce que j'arrive à tenir quelques minutes en équilibre sur un Swiss ball. Niveau 2, j'arrive à tenir 30 secondes sur le Swiss ball. Niveau 3, j'arrive à faire circuler un Swiss ball, un medicine ball autour de mon ventre, autour de ma tête, autour de mon ventre, autour de ma tête. Si là j'arrive à tenir l'équilibre pendant 30 secondes, j'ai validé mon niveau 3. Et le niveau 4, c'est que j'arrive à tenir 30 secondes les yeux fermés. Donc après ça c'est un petit peu plus dur, parce que personne n'a réussi pour l'instant. Donc peut-être que ce niveau 4 est un peu trop dur pour y participer. Niveau 1, c'était quoi? Niveau 2, c'est que j'arrive à tenir quelques secondes. Niveau 1, c'était le premier niveau. J'arrive à tenir quelques secondes en appui sur le Swiss ball. C'est faisable. C'est les joueurs du CFDB qui se prennent travailler. Tenir les yeux fermés? Oui. Je sais pas si c'est faisable. Ah d'accord. C'est... Toi tu l'as fait? Oui, Non. c'est ça ma question. C'est faisable. Moi je me... C'est que tu changes l'horizontalité avec tes yeux tout le temps, donc au niveau de l'équilibre, et quand tu fermes tes yeux, ton équilibre c'est ton image de référence à la lumière. Donc c'est pas facile du tout. Non, c'est vraiment pas facile. Et je me colle, bien sûr, tout ce que je leur demande, je m'y colle. Donc quand je construis des séances d'entraînement, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Tous les exercices qu'ils font, c'est des choses que j'ai vécues, soit, enfin, j'ai un passé d'athlète auparavant, ou soit des choses nouvelles que je dis, tiens, ça serait intéressant de travailler ça, ben, j'essaye. J'essaye d'abord sur moi avant de leur donner. Donc tous ces petits tests que j'ai construits avec ces différents niveaux, ben, j'ai essayé de voir si j'étais capable de les faire et si c'était réalisable. Donc là, il faudrait que j'essaye de trouver un intermédiaire pour ce niveau 4, parce que
normalement, j'arrive, je suis pas trop mauvais au niveau équilibre, j'ai beaucoup travaillé dans ces notions-là. Et celui-là, j'y arrive pas, mais je me suis dit peut-être que quelqu'un y arrive. Et le but, c'est qu'il soit plus fort. Et peut-être que quelque part, et sûrement que quelque part, il y a quelqu'un qui arrive. On va essayer, je te dirais. Voilà, il faut essayer. Peut-être. Pas avec les joueurs, essayer avec les autres personnes. Voilà, mais pas forcément avec les joueurs de volley. Hein. On peut trouver dans d'autres activités qui vont peut-être. C'est plus ce genre de challenge. Ouais, ça peut être un bon challenge. Donc on peut avoir plusieurs dissociations, des dissociations simples. Donc, là, vous avez un premier exercice par exemple où on rentre. Donc là j'ai une première chose auquel je dois me focaliser, mon équilibre. Mais ensuite je vais perturber le joueur avec un deuxième exercice pour essayer de le décentrer. Le problème c'est que le joueur dans son équilibre, il va être fort centré, c'est ce que vous avez dit, fort centré sur lui et souvent avec un point d'attention fixe. Il va fixer une zone et souvent c'est une zone qui va être proche de lui. On voit dans ce genre d'exercice, les joueurs ne regardent pas loin, ils regardent très proche là, le plus proche, pour avoir un retour direct sur ce qu'il fait. Donc il est comme ça, donc déjà je vais lui demander de bouger ses bras. Donc ça va créer une instabilité supplémentaire, mais en plus, au niveau concentration, ça va le décentrer. C'est souvent ce qu'on essaye de faire parfois au niveau du volley. Il y a des exercices de décentration, et je lui fais faire des déplacements avec son ballon plutôt qu'un déplacement simple. Donc le joueur, il regarde en l'air, souvent ce qui se passe au volley, hein, c'est le ballon il circule en l'air, donc je regarde en l'air, j'ai des pertes de repères. Mais je dois essayer de trouver quand même ces repères-là. Donc on va avoir des dissociations simples, c'est-à-dire que j'exécute soit un mouvement isolé, indépendant du reste du corps et mobilisant une seule partie. Donc celui-là il est vraiment beaucoup plus simple. Et ensuite, si je rajoute une dissociation de double, c'est que je vais faire entrer en jeu plusieurs mouvements, plusieurs segments, donc avec deux membres différents, sans que tout le corps soit en action. Donc voilà, par exemple, je fais circuler mon Swiss ball, je suis en position sur mon Swiss ball, je fais circuler mon medicine ball autour de moi. Donc ça c'est un niveau supérieur, et donc on augmente cette dissociation. C'est niveau 5. Non, celui-là c'est le niveau 3. Non, les 4 mètres, les yeux fermés, les yeux Le fermés 1, avec un ballon. je tiens quelques secondes. Le 2, je tiens 30 secondes. Je tiens les 30 secondes sur mon Swiss ball, je suis équilibré. Donc souvent, quand on fait passer les tests, on n'attend pas forcément 30 secondes. Hein. Au bout de 15 secondes, on voit que le joueur, il se balade, il est facile, il est tranquille. Il n'a pas besoin de ses mains pour tenir les 30 secondes. Il tient. On peut passer les niveaux après un peu plus vite. Le niveau 3, c'est je fais circuler, ça c'est le niveau 3, je suis en appui sur mon Swiss ball, je fais circuler mon ballon autour de ma tête. Et le niveau 4, j'ai plus de ballon, mais là j'essaie de tenir les yeux fermés. Et 30 secondes. Donc quand vous faites des accélérateurs, on va appeler ça des accélérateurs dans tout ce qui est principe d'équilibre. En fait, le premier accélérateur, ça va être la notion de perte de point fixe. Au lieu d'avoir un point fixe, peu importe où, je vais demander à mon joueur de regarder partout et de faire varier son point fixe. Donc il n'a plus de point fixe. Donc à chaque fois, donc, il doit se reparamétrer parce qu'il change de point de vue, il va changer d'attention. Donc ça, c'est important pour lui. Et bien sûr, ensuite, on lui enlève son point fixe, on lui enlève le regard. Donc là, ça devient beaucoup plus dur pour lui. Il faut que ça soit plutôt une sensation intrinsèque. Et ça, c'est plus dur. Et là, il devient le mec Shaolin. Après, il peut se laisser. Est-ce qu'il est possible d'avoir une batterie d'exercices avec des niveaux? C'est possible d'avoir ça? Vous avez ça de... Moi, je me suis juste construit sur quelques exercices des niveaux comme ça. Ça me sert d'évaluation. Oui, je peux vous les transmettre. Et après, il faut partir du principe que tout est faisable. Je prends un exercice qui existe dans la vie de tous les jours et je le mets sous forme d'équilibre. C'est ça le principe en fait. Si par exemple un jour vous faites des squats et vous mettez sur un bosu, sur des galettes de proprio, voilà, j'ai créé mon principe d'équilibre. Là c'est mon niveau 1, mon niveau 2 ça pourrait être un squat éguerre. Bon voilà, j'ai un squat éguerre, c'est plus dur que le squat et je suis sur mes lentilles. Bon voilà, est-ce que je sais faire un squat éguerre niveau 3? Donc on prend les exemples classiques existants. Tout à fait. Et on les complexifie à chaque fois. Ça dépend de ce que tu cherches. L'idée c'est ça. Chez les jeunes, ou pour moi sous forme de rappel, et ce qui peut être très intéressant chez des joueurs pro, parce que ça, plus les joueurs vont sortir là du centre, plus ils sont passés par là. Ils l'ont vécu, ils l'auront tous vécu.
Donc après, ça sera beaucoup des rappels pour eux. C'est important de faire ces rappels. Je veux dire que les joueurs actuels, il galère avec ce genre de choses. Ah oui. Mais on va les faire travailler. Ils progressent par contre assez vite. Ah oui, bien sûr. Mais au début, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une efficacité équilibre aussi comme ça? Contrairement à tout ce qui se fait, ils aiment bien ces exodes. Non, mais ils aiment bien. Ils aiment bien. Ah oui, ils adorent. Ils adorent ce. Ils aiment bien. Rodolphe. Est-ce qu'il y a des exercices, il y a une continuité avec les exercices dans le volet? Est-ce qu'ils font des passes en sautant sur une jambe? Est-ce qu'ils font des attaques en sautant sur une jambe? Des réceptions sur une jambe? Non, parce que l'activité déjà vous demande d'être équilibré. Parce que lorsque vous faites une passe en suspension, ça vous demande d'être équilibré. Donc on n'a pas besoin de lui demander de sauter sur une jambe. C'est parce que son activité, en sautant un passeur qui va venir faire une passe en suspension, il va falloir qu'il soit équilibré. Et je dis un truc, je crois qu'il se rapprocherait du cirque, je sais pas, de la jonglerie, des Ça, par exemple rola-bola, Voilà. Oui. Vous pouvez faire tout ça. Par exemple, aussi sous forme de squat, parfois quand on a un problème d'appui jambe droite, jambe gauche, il y a une jambe qui est plus forte que l'autre, vous prenez un simple rouleau en bois, une planche, c'est le rola-bola. voilà, et vous leur demandez de faire un squat là-dessus. Donc au départ, il faut faire attention qu'ils ne tombent pas, ça va partir un Mais peu deux partout. voies Et au d'en fur- bas qui se bloquent. Et au fur et à mesure, ils vont commencer à trouver leur équilibre, à avoir un problème de dissociation au niveau du bassin qui va être très important, parce que souvent, plus on va les rendre forts, nos joueurs, plus ils vont perdre de la mobilité articulaire. Les soucis, les blessures viennent de cette perte de mobilité articulaire. Des joueurs qui se blessent souvent à l'épaule, ça vient d'un problème de rotation interne. Le joueur qui frappe très fort, là le bras, il faut qu'il puisse faire ça. Si le bras ne peut pas partir en rotation interne, là j'ai mon épaule qui avance. Donc le joueur, là, soit il s'arrête là, mais ça veut dire ça tire ici, soit il vient là, l'épaule vient en rotation interne, vient ici et toucher le ligament. Et là c'est souvent que vous allez avoir des tendinites, souvent des ruptures, du sus-épineux, donc c'est à ce moment-là. Juste par rapport à la différence entre les garçons et les filles, donc là, il y a pas de faire ça avec les filles, Tout le monde. mais il y avait des histoires de mobilité au niveau du bassin. Avec les filles qui sont moins mobiles ou plus mobiles au niveau du bassin. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont contre-indiqués? Est-ce qu'il y a des choses qui sont. Pas à ma connaissance. On peut tout faire. Oui. Dans ce genre de choses. En plus, vous êtes protégé par le fait qu'il n'y a quasiment pas de poids. L'exercice est déjà tellement dur en lui-même qu'on ne va pas pouvoir charger, on ne va pas pouvoir mettre lourd. Essayez de faire un squat éguerre sur un bosu, enfin un bosu ça coûte un peu cher donc on n'a pas tous forcément de bosu. À la place du bosu, vous mettez 2 WAF ou 2 dinaires, ou alors tout simplement si vous avez un Swiss ball, vous prenez une planche de contreplaqué et vous faites un trou au milieu. Un petit trou. La planche de contreplaqué, vous la posez sur votre Swiss ball. La planche de contreplaqué, elle vous a coûté 5 €, vous lui demandez de faire un trou, vous posez votre planche de contreplaqué sur votre Swiss ball. Vous avez un bosu. C'est le même principe. On peut s'en servir que d'un côté, d'accord? Mais vous avez la plateforme pour faire votre bosu, pour créer votre bosu. On fait monter la personne sur le Swiss ball et on lui demande de faire des squats dessus. Donc, Est-ce que c'est pas un peu élevé au début, je travaillais comme ça. J'avais pas de bosu, je travaillais comme ça avec les premiers. Ils se tiennent avec soit un camarade qui les aide à monter debout. Après, une fois qu'ils sont debout, quand ils perdent l'équilibre, ils sautent. Moi, je fabriquais un avec mes symboles coupés à moitié. J'ai mis des ciments, et je l'ai mis dans la planche dessous, lissé, et j'ai travaillé comme ça. Ouais, voilà. Tu ne vas pas trouver une belle. C'est possible de trouver, sinon c'est 200 ou 250 €. Quoi. 200 € je crois le bosu. Mais plaisir, mais les acheter, ils sont là. Voilà. Je l'ai fait. Non, nous, on a juste investi dans 4 mois. Ah, ça, c'est le truc qu'ils aiment pas. Ils sont là. Mais ils aiment pas parce que s'ils n'y arrivent pas, non, c'est pas bien là, ils sont plus ou moins rassurés. mais voilà. Mais c'est parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais justement, il faut essayer de le faire passer en disant mais tu vas voir, tu progresses très vite dans ce genre d'exercice. Et c'est vrai, on progresse très vite dans ce genre d'exercice. C'est juste une question d'adaptation. Par contre, je profite de votre présence pour. Vous m'avez fait peur par rapport au geste d'attaque. Parce que la plupart, nous aussi, on leur demande d'aller chercher haut, etc. Quel est le geste le moins traumatisant?
tout en frappant très fort. En fait, ça va être traumatisant. Il ne faut pas que ton bras monte ton épaule. Ça va dépendre des gens, oui, mais il faut se rapprocher un peu du lancer de javelot. Il faut essayer de créer un temps d'épaule. Le joueur, s'il arrive à le temps d'épaule, ce qu'on appelle le temps d'épaule, c'est qu'on va aller chercher le réflexe myotatique du muscle. Le réflexe myotatique, c'est-à-dire que lorsque j'étire mon muscle, il répond à une contraction. Il se contracte automatiquement. Cette contraction involontaire, le réflexe myotatique c'est une contraction involontaire, je vais la doubler par une contraction volontaire parce que je veux frapper. Donc je vais chercher l'étirement pendant que je monte et la contraction volontaire. Et l'idée pour frapper fort, c'est de laisser passer l'épaule dans son mouvement. L'épaule, il faut qu'elle soit dans ce mouvement-là. Si jamais je la perturbe et que je vais vers le haut, je vais abîmer mon sus-épineux qui est en haut parce que les volleyeurs ils sont tout le temps comme ça, normal. Ils montent comme ça à l'attaque. Donc déjà ils ont les épaules comme ça, ils font que frapper devant. Donc on se retrouve avec des volleyeurs qui sont comme ça. Donc il faudrait imaginer, ils vont faire 200 frappes à l'entraînement, il faut qu'ils fassent 200 rotateurs externes en préparation physique et plus, parce que ils vont pas travailler avec la même vitesse, ou alors on leur demande de frapper des ballons comme ça avec la paume de la main, et vas-y, frappe des ballons. Normalement, la technique, moi, quand je fais mes maîtrises en biomécanique, la technique des volleyball, c'est-à-dire que tu montes à pas ici, tu montes là, relâché, tous les atouts relâchés jusqu'au fond, tu tires. Il y a le moment où là, tu balances ton coude pour faire la contraction des maraches et des becs, et après, quand ton coude avance, là, tu vas chercher et tu vas laisser partir ton épaule là-dedans. Donc c'était le moins amortissant parce que tu faisais intervenir les démarrages de là et tu finissais avec les deltoïdes le plus proche des coudes de l'épaule. Quand plus loin de l'épaule il est, plus tu finis en rotation. En plus, souvent, c'est le lanceur de javelot, ça, moi je pense, comme je réfléchis un peu athlète, pas forcément d'épaule. Non, les lanceurs de javelot, l'idée, c'est que là, ils ont une ligne et que le bras passe au-dessus de cette ligne. Donc, il ne faut pas qu'il passe là-bas, il faut que le bras vienne là. Donc, il y a ici cette façon d'enrouler. Là. Mais en volée, on va essayer, on n'a pas cette façon, on part pas là, on part pas d'ici, on part d'ici. Donc, on monte et on va essayer de se placer là. Avec la main ici armée, et là, ça y est, on se retrouve dans la position du lanceur de javelot. Le lanceur de javelot, il va se retrouver comme ceci. Notre volleyeur, il va se retrouver comme ceci. Et là, il va venir ici, créer son étirement pour venir à frapper ici. Pour toi, au moment de la frappe, le coup n'est pas passé devant ta tête. Il faut qu'il passe. Sinon, tu n'as pas les âmes. Ça dépend ce qu'il veut chercher. Mais bon, il faut tout passer par, c'est pour des ballons. Parce que sinon, pour moi, il ne faut pas qu'il passe. Pour moi, il ne faut pas qu'il passe parce que sinon, il tire en coude. Et s'il tire en coude, il n'a plus de puissance de frappe. Vous avez des joueurs, Sébastien Rota, qui attaquent comme ça. Là. Mais il ne faut pas qu'il descende, il faut qu'il tire son coude, mais qu'il Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'il passe. Il ne faut pas qu'il descende son coude. Et ça, c'est le geste qu'on n'aime absolument pas. Là, il faut que ça devienne ici. Pas un coude qui monte et pas un coude qui Eh bien oui, il faut que ça se passe ici, là. Autour de son épaule, il y a cet étirement-là, et il vient là, ici. Par contre, il ne faut pas que ça soit ici. Il faut garder le coude haut. Déjà, pourquoi? Parce que sinon, après, il va se créer des problèmes au niveau du coude s'il est là. Puis en plus, on n'est pas du lanceur du javelot de baseball, on est sur un principe de volleyeur. Donc il va y avoir cette rotation. Donc si je rajoute cette rotation à ça, je rajoute encore une incertitude supplémentaire à mon joueur, parce que s'il a cette rotation, ça ne tourne pas beaucoup là. Par contre, si là, je rajoute cette rotation, soit la balle elle part là, soit la balle elle part là. Donc au niveau précision, on n'y est pas du tout. Là, on a une dispersion énorme. Donc on va réduire cette dispersion en rapprochant la main du centre de gravité. Et en plus, vous avez une efficacité supérieure. Ce que vont rechercher les lanceurs de javelot en passant l'épaule ici. La frappe. La frappe intervient à ce moment-là, là. Et la ligne, à ce moment-là, c'est poignet, coude, épaule. C'est pas aligné. Pour moi, c'est pas aligné. La frappe, elle va se passer devant. Parce qu'il faut pouvoir mettre du poids de corps dans votre balle. Tous les joueurs qui vont frapper leur ballon là, ne peuvent pas frapper fort. Ils ne frapperont jamais fort. Et ils pourront essayer de faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme le joueur qui frappe en reculant. Quand vous voulez pousser une voiture, vous avancez ou vous reculez? A priori, si vous reculez, la voiture ne risque pas d'avancer. Il s'arrache à l'épaule. Il va essayer de frapper de plus en plus fort, mais il n'y arrivera pas parce qu'il ne se servira pas de son poids de corps. Dans son saut, il va falloir qu'il se serve de son poids de corps. Donc c'est le buste,
l'épaule, le bras. Et il y a une chaîne comme ça. Et c'est pareil, il faut qu'il y ait cette coordination dans cette chaîne. C'est d'abord le buste, je crée mon réflexe myotatique, j'amène mon coude, j'amène mon bras. Et après, il faut que je puisse finir quand même sur cette rotation interne de l'épaule, parce que sinon l'épaule, elle vient ici pour faire la rotation interne. Si jamais l'épaule ne reste pas en place pour cette rotation interne-là, essayez de le faire. Là, l'épaule, vous êtes obligé de l'avancer l'épaule pour finir la rotation interne. Et c'est là que je me crée des problèmes au niveau du non-biceps. Moi, j'ai une question. Il y a souvent donc il y a des joueurs qui font des gestes techniques où ils finissent en poignet, donc vite. Et en fait, donc, ils ont l'épaule, après derrière, ils ont le coude, et après, ils finissent avec le poignet. Et on a toujours entendu comme quoi ça décuplait, avec les segments, ça décuplait la vitesse et la force de la balle. Ça, bien sûr, il faut le faire. Quand vous allez arriver ici, il va tout mettre, le joueur. Et sur son poignet, c'est un fouet, c'est le principe du fouet. Vous parlez du coude, à un moment donné, il ne fallait pas trop, mais ce geste-là, finalement, est là. Il ne faut pas le descendre. C'est pas avancer les coudes, le coude, il va intervenir ici. Et là, si vous faites des photos au ralenti, à ce moment-là, ben, moi je suis ici, mais le joueur, sa main, elle sera ici. Sa main, elle sera ici. Il va y avoir une rotation du coude comme ça. Si on prend un joueur en train de filmer, au moment où il lance, eh ben, il est presque comme ça, le joueur. Et là, il y a le fouet qui vient. C'est là le coude. Non. Donc il y est quand même. Il y est, mais pas là. Pas là. Le coude, il va être là. Et après, ça avance là. Si vous regardez des lanceurs de javelot, ça va être le même geste. Et donc, par exemple, avec Médéric Henry ou Lucas Basic, qui avaient des problèmes de frappe de balle, ben, je les ai pris. En fait, ce qui est très bien avec les entraîneurs ici, c'est qu'ils fonctionnent sous forme de leçons. Ils vous ont expliqué, je pense. Et parfois, les leçons, c'est pas forcément voler, apprendre à réceptionner. Ça peut être préparation physique, la leçon. Pour certains, ça va être faire plus de muscu parce que j'ai besoin de travailler plus en muscu. Ou pour d'autres, ça va être correction d'un problème technique, mais de par la préparation physique. Lucas Basic avait un problème au début, c'était son appel. Il faisait gauche, droite, gauche. Et il sautait comme ça. Donc en fait, il n'y avait aucun rythme dans sa course d'élan. En athlée, on appelle ça un saut de rivière. Sur mon dernier gauche, je pousse fort pour faire droite-gauche. Et ce saut de rivière, il ne l'avait pas. Donc les entraîneurs m'ont dit, est-ce que tu peux le prendre pour lui apprendre? Donc pas de problème. Donc on a constitué, on a mis en place, on a créé un exercice pour lui apprendre en dehors du volet, et ensuite on lui a mis ce saut de rivière dans son spé attaque. Il avait absolument à pousser sur son gauche pour faire droite-gauche. Et bien donc là il ne se retrouvait plus avec un saut uniquement vers l'avant, mais il faisait un saut vers le haut. Donc il allait gagner 5-10 cm de détente juste de par sa technique. Sous les courses là, qui viennent, les joueurs arrivent ici sur course. Moi j'ai eu un problème quand j'ai travaillé avec Sébastien Domer, un préparateur physique, que les volleyeurs ils faisaient une course arrière, plutôt talon pointe, ils ne travaillaient pas avec pied flex devant. Est-ce que tu les corriges ça ou pas? Donc ils allaient chercher. Quand ils vont chercher un ballon, un truc comme ça. Quand ils font un joueur qui fait la course avant, une accélération, oui. Donc ils sont beaucoup sur les talons et moins sur les pieds. Ils ne font pas les griffés. Oui. Tu les corriges ça quand ils arrivent ici. Oui. C'est obligatoire. Disons qu'en fait, dans beaucoup d'échauffements en début de saison, je prends beaucoup d'échauffements moi en compte, et ils font tout ce qui est gamme athlétique. Ils font des talons fesses, ils font du travail jambes tendues, ils font des éducatifs de pied, donc ils apprennent tout ça. On leur demande de faire beaucoup de cloche-pied, de choses comme ça pour apprendre ce passage sur le pied. J'ai vu des seniors, je te parle des pros qui arrivaient, ils font pas ça, donc après ils sont lents dans les déplacements. Il y a une éducation athlétique qui est faite au début avec certains. Et pour revenir sur nos joueurs et ce problème d'épaule, donc Lucas Médéric par exemple, je les ai emmenés sur le stade avec des balles lestées. Et ils ont fait des entraînements de lanceurs de javelot. Donc par exemple, pour chercher ce temps d'épaule, ils se baladaient ici avec une balle, ils avaient une balle ici d'1 kilo, ils venaient ici, ils venaient là derrière et ils lançaient. Donc ils apprenaient à créer ce temps d'épaule. Ici, bras très relâchés, je viens placer ici, c'est comme si je suis là, je viens ici, et là, je viens lancer ma balle lestée ici. Vous demandez quoi à la fin du geste?
finir là. Avec le même relâchement. Voilà, ils doivent finir la main là avec le même relâchement. Et surtout ne pas enlever le côté gauche. Ce qui est important, toujours quand vous lancez, c'est d'avoir un point fixe. Si je veux créer, quand vous faites votre élastique, si vous lâchez les deux côtés, l'élastique il reste au milieu. Si par contre je lâche ce côté-là, là il avance, il part. Donc quand je frappe, j'ai pas le droit de frapper comme ça. Si je frappe comme ça, je ne mettrai pas de puissance dans ma balle. C'est important d'ici d'avoir ce point fixe quand je veux frapper. Si j'ai ce point fixe, je pourrais avoir un retour rapide de mon épaule droite et de mon bras droit. Sans point fixe, si j'enlève, je ne frapperai pas fort. C'est pas possible. Par rapport au coup de gauche, c'est quelque chose que tu leur fais travailler ou pas, ce que tu fais naturellement? Oui. Donc quand je les prends, quand je les isole, ces personnes-là, parce qu'on a identifié, ou que les entraîneurs ont identifié un problème et qu'ils m'ont dit est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Soit non, soit je pense que je peux faire ça. Ils me disent ok, ça nous intéresse. Ils me le confient sur ces séances, sur les leçons, pendant quelques leçons, et on essaye de travailler ce geste-là où le coude vient ici sur le côté. Il y a des joueurs qui le font pas complètement, ils le font un tout petit peu, et chez qui ça pose pas de problème, ils vont pas te demander de leur faire en fait. Non, pas du tout. Il y a des joueurs qui attaquent naturellement comme ça, il y a des joueurs qui attaquent comme ça, et donc là ça pose souci. Ils baissent, ils écroulent complètement l'épaule gauche au moment où ils frappent. C'est pour chercher dans le torque qu'ils font ça. Ils passent pas Ça pose forcément souci ou pas? Disons, si vous écroulez l'épaule gauche, vous tournez la tête, déjà pour un attaquant, vous perdez votre point de repère. Enfin, je ne suis pas entraîneur de volley, mais je commence à avoir quelques notions. Quand vous attaquez, c'est bien de voir où vous attaquez. C'est important. Vous avez un bloc qui arrive devant vous, donc c'est important de voir ce bloc. Est-ce que je peux jouer les mains? Est-ce que je peux attaquer? Est-ce que je vois l'intervalle? Est-ce que je peux le prendre vite? Si par contre j'attaque, je fais ça, je ne vois pas forcément mon central qui arrive en retard ou pas en retard, ou est-ce que je peux accélérer dans l'intervalle ou pas? Donc ça peut poser problème. Après, en accent là-dessus, tu vas peut-être avoir, au niveau des angles, plus de difficultés à venir là-bas, en plus de ce que tu dis. Ah bah oui, c'est sûr que si je fais ça, après pour aller là-bas, et en plus, ça devient compliqué. Et en plus, il n'y aura pas de puissance. Ah oui, complètement, parce que j'efface mon côté, je baisse et je perds. Souvent, il y a des joueurs qui grattent des ballons, c'est au moment de la frappe, il se dit c'est bon, je l'ai, et il fait ça. Et là, il a perdu 2 cm, et voilà, il fait un fly, la balle sort, ou parfois la balle sort juste de 1 ou 2 mètres, pas forcément un fly, mais c'est juste parce que c'est une épaule gauche qui tombe. C'est juste ça, au niveau de la technique de l'attaque. Si le joueur, au moment de son attaque, il fixe son épaule gauche, là il est solide, et il frappe, ben la balle elle ne sort pas. Il arrive à coiffer sa balle, il arrive à bien prendre sa balle. C'est juste parce qu'il a fixé son épaule gauche, elle ne s'est pas tombée, elle n'est pas baissée, elle n'est pas partie en arrière. Donc juste parfois sur des petits gestes techniques comme ça, le joueur va frapper plus fort et plus précis. Et pourtant, on ne lui a pas fait soulever des charges et des charges et des charges en muscu. C'est juste sur ta technique. Donc cette recherche du réflexe myotatique, un joueur peut-être que vous connaissez, c'est Emmanuel Ragondet, qui il y a quelques années, bon il a pris un maintenant, mais qui était assez fin, mais par contre son bras c'était un fouet. Et il frappait fort grâce à son fouet. Parce qu'il avait une bonne coordination, ici il était solide, et là il avait ce réflexe myotatique. Lui il cherchait cet étirement là du pec, et là ça revenait très fort. Pourtant il n'était pas très fort sur des perfs en muscu il y a quelques années, il est devenu plus fort, mais il avait ce principe de fouet. Oui, là la relation plus forte est la contraction. Donc. Sur ce genre de c'est de la vitesse angulaire après on rentre. Sur ce genre de joueurs là, tu prends l'exemple de Emmanuel Ragondet là, qui sont assez fins, qui sont assez vite. Il faut faire attention parce qu'on a tendance à dire qu'il faut quand même des mecs costauds, tout ça, et donc il y a la recherche de prise de masse un petit peu. Faire attention à ce qui perd pas la vitesse, parce que nous on en voit des mecs comme ça qui en volley, on en a déjà vu. Tu vois, on en avait parlé cet été au plan d'été, par exemple Loati, je trouve qu'il a perdu dans la vitesse. Il a trop pris. Moi quand je l'ai revu, Yacine, pour moi il a trop pris. Voilà. Physiquement je lui dis mais c'est quoi les bras que tu as à l'heure actuelle? Voilà. Il a des bras, il a un tour de bras, je pense qu'il biceps. Alors qu'il était quand même assez vite de bras et lui il a. Enfin, moi, quand on l'a vu, on en a parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, mais du coup, tu te dis, ouais, c'est dommage parce que lui, il a pris l'avion, ouais, mais il en a trouvé.
Et donc, toi, tu fais, je sais pas, dans les programmes, j'imagine que tu dois individualiser un petit peu et faire attention à justement ce profil-là, ils prennent, mais pas trop non plus. Ben, par exemple, les profils que j'aimerais qu'ils prennent du poids, c'est Fran Novotny, Lucas Basic. C'est tout. Pour moi, des bons profils physiquement, Stéphane Boyer, Tim Karl, voilà. Moi, j'ai pas envie qu'ils prennent beaucoup plus de viande. Non, il faut pas. Et Tim, il faut qu'ils prennent de l'exposition. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'il a pris déjà pas mal par rapport. Alors, c'est bien. Mais il a pris, et là il est bien. Pour moi, il est pas trop. Il faut pas. Non, il est pas trop. Pour moi, il faut pas voilà. S'il là, continue, il va ressembler à Lotti dans un an. Je pense qu'il a de la marge encore un petit peu, mais après, je ne sais pas, mais. Attends, il faut y aller. Il peut prendre en haut ou en bas. Il n'est pas. Tim, il est bien. Voilà, un il joueur est pas trop Tim, physiquement, juste comme ça à l'œil. Là, il a pris un petit peu de gras cet hiver, mais voilà, au niveau morphologie, c'est un joueur qui est très bien et qui en plus en ce moment est très bon. Pourquoi dans les autres nations, ils sont toujours à la recherche d'augmenter la masse musculaire, C'est parce que vous préconisez. Ça dépend quelle nation. Je sais que par exemple les Brésiliens, eux, c'est beaucoup d'épaules. Pour avoir voyagé un petit peu avec les jeunes, donc chez les jeunes, c'est pas forcément sûr. Mais c'est surtout au niveau des épaules. Je trouve la grosse différence. On a les joueurs qui sont les plus frais. Ça, voilà. Ils sont les moins développés. Moins dopés. Moins dopés aussi. Moins accompagnés. Je sais pas. Voilà. On peut le supposer. On peut le supposer. C'est sûr que quand on voit le médecin serbe qui tous les matins distribue les 3 pilules à tous les joueurs, c'est des vitamines, c'est quoi? Voilà, chez des jeunes, hein. C'est le cas des juniors. Et c'est très difficile quand on voit par exemple le travail qu'on fait avec on ne se voit pas développer 15 kg de muscle en faisant de la muscu à quelqu'un. C'est possible, mais. À quel prix ça? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on veut faire ça ou pas? Après, il y a une génétique aussi. Vous prenez un Polonais, il sera toujours plus fort qu'un Français parce que c'est génétique. Ils ont une masse osseuse déjà qui est plus importante et c'est comme ça. On ne peut rien y faire. À cause de Napoléon. C'est la génétique. On ne pourra jamais ressembler à certaines personnes. On a beau dire les Russes, ils sont costauds, mais le Français ne sera jamais russe. Et le Russe n'aura peut-être pas la finesse du Français. Il faut garder aussi cette spécificité. Parce qu'il faut garder son jeu. Les Russes, pour l'épaule, pour apprendre à attaquer haut, il était obligé à faire avec un petit ballon, lancer, il lançait vers le plafond pour finir en haut. Donc toi, tu fais lancer, il finira en bas. Les gars, ils ont même fait à faire des séries comme ça pour vraiment attaquer la balle à haute. Donc il a pris un petit ballon. Il a fait ça, comme ça, il a lancé le plafond, il finissait en haut. Après, là, moi, c'est le geste qui finit comme ça, mais Médéric et Lucas, quand je les ai pris et que je les ai emmenés sur le stade, ils ont une barre qui est située à peu près à 3 mètres du sol, et il faut qu'ils passent au-dessus de la barre. Donc quand ils lancent là, mais il finit là. C'est ça, ils nous ont obligés à finir en haut. Ah bah oui, faut pouvoir la coiffer, sa balle. Faut pouvoir travailler les poignets, voilà. C'est pas que j'attaque là, c'est je vais coiffer ma balle. Donc voilà pour. Enfin non, c'est un petit peu Brésilien sur l'épaule, quoi, c'est ça. Voilà, les Brésiliens, eux, c'est des grosses épaules, mais ça sert à rien d'avoir trop de masse musculaire. Pour moi, il faudrait presque avoir un sauteur en hauteur en bas et un lanceur de javelot en haut. Et là, on aura un volleyeur. Enfin, voilà, c'est parce que je suis peut-être athlète et que j'ai ce référentiel-là. Et pour moi, si on fait un Pedroso, un Sotomayor en bas, et puis vous prenez un bon lanceur de javelot plutôt des pays Norvège, Finlande, là on va avoir quelqu'un qui s'auto qui frappe fort. Et pourtant, si on regarde, si vous regardez les sauteurs en hauteur, ils sont pas gros, ils n'ont pas des grosses cuisses. Pourtant ils sautent haut. Ils sont très longés. Voilà. Mais ils ne sont pas forcément très grands. Vous prenez Holmes, qui fait pourtant 2m40, il fait 1m85 ou 90. Il y a une vidéo, quand vous tapez Holmes entraînement sur YouTube, vous allez voir, si on a le temps, mais Sarah je vais la trouver, Holmes entraînement YouTube, vous le voyez, il a des haies qui sont devant lui à 1m80. Et lui, il les dépasse à peine. Et il s'amuse à les sauter de face, comme ça. Et pourtant, il n'y a pas des grosses cuisses. Holmes entraînement.
Et il atterrit à 1m80 devant lui, il les enjambe comme ça. Il court et il fait 4 appuis, comme le 110 mètres haies. Le 110 mètres haies, on a une haie qui fait 1m06, on fait 4 appuis, on a une haie, il fait 4 appuis, on a une haie. Lui, il fait ça avec des haies à 1m80. Et pourtant, il a des cuisses comme ça. Moi, je l'ai vu lorsque je suis voyagé aussi un petit peu dans l'athlétisme. HOL, comme Sherlock. Bah là, c'est de la génétique ou c'est du travail? Il y a aussi du travail, il y a un gros travail de pliométrie. Mais la pliométrie, il y a des étapes là-dessus. Il mesure 1m80. Il mesure 1m80. Ouais, même si. Il est annoncé là sur la vidéo 1m80. Là, tu l'as la vidéo? Bah, si on peut prendre la 5 secondes là. Là, j'ai mis le HDMI qui est là. Sur le côté. Il câble pas, il est là, regardez. Allez, c'est parti. Le futur volleyeur est là. C'est là. La partie basse du volleyeur. Et après, tu prends un mec qui fait 80 mètres au javelot, Enfin, Holmes, c'est ça? Ouais, c'est là. Ouais. c'est le père Prével qui était champion de France. Ouais. Voilà, j'étais à son club à Catane. Ouais. Regardez les qui passent là. Oh putain. C'est pas possible. C'est Et impressionnant. donc, il est longiligne, mais il n'est pas grand. Il y a des Et pourtant, au saut en hauteur, il fait 2m40. Avec la technique. Ah, il n'y a aucun trucage, zéro. C'est réel et vous voyez différents entraînements comme ça. Il a un pied de folie. Voilà. Et pourtant, vous regardez ses cuisses, c'est des petites cuisses. Donc pour moi, avec nos volleyeurs, on n'a pas besoin de leur faire avoir des cuisses comme ça. Faut qu'ils aient une certaine masse musculaire pour protéger les tendons. La masse musculaire va servir à protéger les tendons parce qu'il y a une répétition de saut beaucoup plus importante que sur du saut en hauteur. Et ensuite, en haut, si vous trouvez quelqu'un, votre volleyeur, avec un temps d'épaule digne d'un lanceur de javelot, vous avez votre volleyeur au niveau physique. Après, il faut lui apprendre à jouer au volley. Donc voilà. Il y a des Camerounais qui justement faire le beach, ils se débrouillent pas mal quand même, ça va. Pas mal pour ça. Ça fait rêver. Les Camerounais, ils sont là tous les dimanches, faire du beach, pas de blessés. Et les mecs, on les a jamais entraînés et ils jouent mieux que 99% du club. Ouais, c'est parce que, physiquement, déjà, ils sont. ils y jouent aussi depuis, ça fait 12 ans que je suis à Montpellier, on jouait tous les étés sur la plage depuis 12 ans. Donc maintenant, tu me rassures. ils viennent à la Rose, donc Ils sont pas naturellement doués alors. les mecs qui viennent, C'est Mailleur, Romain Barras, Quentin Jamier, voilà. Ils jouent un peu au volley, mais après, dans les qualités physiques du volleyeur, il faut sauter haut, il faut se déplacer vite et il faut frapper fort. Chez un décathlonien, Il y a tout. Ils Voilà. sont sur hauteur, il fait du lancement. on est dedans. Lancer. Lancer de javelot, sauter en hauteur, faire un 100 mètres. Donc voilà, dans les qualités physiques, vous avez à peu près ce qu'il faut. Après, il y a d'autres habiletés qu'il faut acquérir et ça ne fait pas tout. Dans la motricité, on va revenir un peu sur notre principe de musculation équilibre. Donc, il y a une capacité à contracter ou relâcher volontairement la tension musculaire des différentes parties du corps. C'est dès que je veux faire un geste, il ne faut pas que je sois tout noué. Il faut que j'apprenne à pouvoir le faire et on parlera d'efficience pour éviter non plus de consommer trop d'énergie. Si vous êtes tout le temps contracté, vous n'arrivez plus à faire votre mouvement et vous consommez beaucoup plus d'énergie, vous allez arriver à la fatigue. Donc, il va falloir freiner le mouvement et ainsi d'exercer un contrôle sur les paramètres du mouvement. Donc cet esprit de freinage est très important, surtout si on parle de pliométrie. Les problèmes de tendinite et lorsque le joueur a mal au genou, c'est pas quand il saute, c'est quand il atterrit. Et je vous passerai un petit document après où on va calculer des principes de force. Et là où il y a la force la plus importante qui s'applique, c'est à la réception du saut. Donc il va falloir apprendre aux joueurs et surtout donner l'information aux tendons et aux muscles à freiner le mouvement. C'est là qu'il faut que je prenne le mouvement, sinon je vais me déchirer derrière. Il va falloir que je prenne le mouvement quand j'atterris, sinon je vais avoir des problèmes au niveau des tendons. Et donc ça va être le niveau 1, si on reste toujours dans le niveau, de la pliométrie. C'est-à-dire si je veux démarrer à faire la pliométrie à mes joueurs,
eh ben, je vais leur apprendre à freiner le mouvement. C'est la première étape de la pliométrie. Voilà, mais c'est juste, voilà, ça. Et quand je leur demande de s'échauffer, ils ont des sauts comme ça à faire. Ils ont 5 sauts à faire où je fais un saut de pied, réception de pied, et j'amortis mon mouvement. Ensuite, j'ai un saut de pied, mais réception un pied, et j'amortis toujours. Donc je rajoute une contrainte, je ne suis plus en unipodal maintenant, mais j'apprends toujours à freiner ce mouvement. Ça fait partie un peu du protocole de Stanisch. Dans votre protocole de Stanisch, pour les tendinites, c'est un travail excentrique du quadriceps. On monte avec les 2 jambes sur la chaise à quadri et on descend avec une seule jambe. Donc ça fait partie de ce protocole-là, ce principe de freiner le mouvement. On peut le faire aussi pour les membres supérieurs en faisant par exemple une réception de pompe genou, par exemple. Bien sûr. Et on freine le mouvement. Il faut apprendre à freiner le mouvement. Avec un Mélicibol, couché par terre, avec le banc avec Mélicibol, tu le lâches, il le prend, il le freine. Tu donnes, il le prend, il le freine. Ça, c'est un principe automatique de travailler. Il le prend, donc 2 kilos, 1 kilo, 3 kilos, il lance, il est couché, et il le prend là, il doit le freiner. Donc tu travailles déjà sur tous les. Voilà, pour votre épaule. Et c'est surtout ce qu'on voulait faire de la pliométrie sur le bas du corps, c'est vraiment la première étape à respecter. Souvent, on entend dire je ne fais pas de musculation, moi. Il y a plein d'entraîneurs qui disent moi, mes jeunes, ils ne touchent pas une barre de musculation. Ils font pas de. Voilà. Mais par contre, ils vont aller sauter dans les gradins, faire plein de sauts de kangourou, faire des sauts à cloche-pied, faire des sauts par-dessus des haies. C'est bien plus traumatisant qu'aller faire de la musculation. Donc la base de la pliométrie, lorsqu'on veut aider nos joueurs à sauter pour les faire aller plus haut, c'est vrai que la pliométrie, ça marche très bien, c'est très traumatisant, et il y a certaines règles à respecter. Donc la première règle, c'est de leur apprendre à freiner le mouvement. Donc faire des petits sauts, comme ça, ils vont freiner le mouvement. Ensuite, la pliométrie, il faut que ça se passe d'abord une pliométrie horizontale. C'est-à-dire que je vais faire des cloche-pieds, des foulées bondissantes. Et ensuite, je vais arriver à la pliométrie verticale. Et dernière étape ultime, c'est les sauts en contrebas. C'est-à-dire que je pars d'ici, je descends, et normalement, je monte plus haut. Voilà, je repars et je monte plus haut, normalement. Avec un temps de contact au sol qui est très court. Donc là, une autre petite vidéo, si vous voulez voir quelqu'un qui fait de la pliométrie comme ça, c'est Bernard Gunther, le lanceur de poids. Donc là, il saute des steps, ensuite il enchaîne des haies et il finit par monter le gradin. Il est phénoménal, donc là, par contre, lui, il s'est fait choper 2 fois. Le niveau de poids, c'est. Il y avait une vidéo de comédie sur la pliométrie verticale. Oui, dans les niveaux, apprendre à freiner le mouvement, pliométrie horizontale, plio vertical. Plio vertical. Voilà, c'est ça. Et le dernier, c'était le. Contrebas. Ce saut en contrebas, je descends. Et là, c'est vraiment pour des joueurs experts. Le saut en contrebas. C'est pas mal. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est freiner le mouvement, c'est un saut en contrebas, apprendre à freiner le mouvement. C'est-à-dire, je peux demander à mon joueur, ce que je fais avec Lucas, par exemple, à l'heure actuelle. Ce que vous avez Yamandou tout à l'heure dans l'exercice. Voilà. C'est pas mal. On l'a pas vu tout à l'heure. Je l'ai pas vu. Il attaquait une balle, il était sur le plimp et il retombait du plimp parce que la balle était un peu débordée. Mais j'amortissais. Il amortissait. C'est juste pour apprendre à prendre le mouvement. Vous mettez votre joueur sur un plimp et vous lui demandez de descendre, mais pas de repartir. Surtout pas. Juste freine, amortit le mouvement. On remonte, freine. Donc là, vous êtes dans l'étape 1. J'apprends à freiner le mouvement. Je commence par une hauteur comme ça et je peux lui augmenter sa hauteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe que la pliométrie, ça ne doit pas faire l'objet d'une séance, mais plutôt des petits exercices régulièrement? Ça dépend. Parfois, dans l'échauffement, on peut mettre un peu mais toute fin d'échauffement, parce qu'il faut être bien échauffé, on peut mettre de la pliométrie. Moi, par exemple, je la travaille avec certains joueurs, mais plutôt les dernières années. Parce que chez les jeunes, ils n'en font pas, ou alors ils font de la pliométrie horizontale. Ils ont des exercices, au même titre qu'ils ont un développé couché à faire, ils vont avoir 6, 7, 8 passages à faire sur du cloche-pied. Et je leur mets des haies. Ils ont un certain intervalle à respecter. Donc les moins bons, je les fais passer en premier, parce que je vais leur mettre un intervalle qui va être à 6, 7 pieds. Et ensuite, les meilleurs, ils vont monter à 10 pieds. Ils ont 10 pieds entre chaque haie, il faut qu'ils puissent faire des cloche-pieds par-dessus chaque haie. Donc là, on est sur de la pliométrie horizontale. À quelle hauteur Allez, c'est 40 cm, 50 cm.
C'est pas très haut. Ça, c'est de l'horizontal, ça. Voilà. Et la verticale, après, tu vas le. La verticale, je vais leur mettre des haies à 1 mètre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Et pourtant, dans leur milieu naturel, quand on les voit, ils n'arrêtent pas de bondir, etc. Quand on peut se dire, on peut leur faire quelques bondissements. On peut leur faire quelques bondissements. Mais Mais pas complètement. ben, au départ, horizontal. Voilà. donc moi, j'ai calculé à peu près un fil au niveau de l'attaque, et pour qu'il 30 soit l'attaque, on va être 3,7 en moyenne. Donc déjà, on fait pas mal d'apprométrie d'entraînement. Un match aussi, et en plus, il y a les sauts et contre pour les attaques et les autres. Donc il y a pas mal de pliométrie dans le travail volleyball. Donc nous, à niveau senior, j'ai des mal à mettre des suppléments en pliométrie. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Un sauteur en hauteur, une séance de pliométrie, c'est 1000 bons. C'est 1000 sauts. Ça, c'est une séance de pliométrie. Et ils ont des greffes de genou, des greffes au niveau du genou à 40 ans ou pas forcément? Non. Ils font des séances de bons sans problème. J'étais assez jeune, moi j'en faisais de la pliométrie, on faisait 10 passages de dié à 1,06 m. Non, pour savoir. Donc, on peut y arriver. mais il y a un apprentissage à avoir avant. Il y a un apprentissage à avoir avant. Parce que, par exemple, un Américain, dès qu'il y a un primaire, un maternel, il sort de l'éducation physique et qu'il va faire l'éducation physique. Parce qu'à 18 ans, les corps et les prépares, il va supporter ça. En France, on sait que l'éducation nationale, tu commences à travailler physiquement, tu commences à apprendre à courir à 14 ans. Donc, il y a 14 ans de permis d'avance. Donc, c'est un peu plus difficile d'intégrer la pliométrie dans la personne française, éduquée en France, que la personne qui vient de là-bas. Ben, toujours dans les préconisations qui sont envoyées au pôle, il est demandé à tous les entraîneurs et préparateurs physiques de faire des cloche-pieds pour les bondissants dans les premières années de pôle. Et il y a un test, dans les différents tests que je demande et que je leur envoie, il y a un test de pentabond. Je suis c'est mon fusil d'apprendre. Voilà. Donc normalement, il a fait le test du pentabond. Voilà. Il fait beaucoup de travail l'initiation de l'espace. Voilà, il y a tout un fichier qui a été envoyé avec des préconisations, il y a une planification qui a été envoyée. Il te voit tous les trimestres, il y a les résultats, la progression et tout. Voilà, il calcule les différents niveaux dans les différents tests et ensuite calcul de max sur des perfs non maximales. Il est... Merci. À demain. On va essayer d'avancer un petit peu. Après, il y a pas mal de choses à voir, je voudrais vous faire voir autre chose. On va essayer d'avancer sur l'équilibre. Je pense que vous avez compris un peu le principe en gros sur l'équilibre et la coordination. On va essayer de... Donc sur la prévention, donc toujours sur cette coiffe des rotateurs. Donc quelques muscles qui sont importants à connaître et à sensibiliser et à travailler. Donc votre sous-épineux, on va essayer de passer assez vite. C'est juste... généralement, les accidents, on les a sur ces muscles-là. Le sous-épineux, le petit rond, ça va être des muscles qui vont être des rotateurs externes, donc c'est souvent eux qu'on fait travailler. Souvent, quand on demande à notre athlète de faire rotateur externe, ils se mettent soit avec un élastique, soit au vis-à-vis, puis il fait ça. Alors en fait, on ne travaille pas correctement quand on fait ça. Il est important, quand on fait ça, de fixer son omoplate et d'ensuite effectuer sa rotation externe. Je reviens, je relâche. Je fixe mon omoplate, j'effectue ma rotation externe. Ces deux étapes-là sont importantes. Je viens fixer mon omoplate, effectuer ma rotation externe. C'est pas juste, j'envoie à l'épaule. C'est important vraiment de refixer son omoplate. J'avais vu un appareil américain pour ça. C'est là, tu le fixes arrière et après tu fais ça. Voilà. Et normalement... Nous, on n'en a plus. À mon âge, il n'y a plus. Voilà. Et normalement, le joueur devrait être capable de venir ici, dans le prolongement du corps. Là, s'il ne vient pas là, c'est soit qu'il n'est pas assez renforcé, soit qu'il a un problème d'étirement. Ouais. Donc il va falloir étirer le grand pectoral et renforcer. Là, c'est les maximums. Pas renforcer. Voilà. Mais là, normalement, vous devez venir quasiment horizontal. C'est qu'ils ont des blocages de l'articulation partout. Ah bah ça, c'est de la rotation interne. Non, le blocage. On ne peut pas mettre plus gros que ça.
Et il faut un geste particulier pour les rotateurs internes ou non? Non, donc les rotations internes, on les travaille tellement déjà. À chaque fois que vous allez frapper, vous allez travailler vos rotations internes. On est très fort là. Voilà, on est très fort là. Donc de temps en temps, on les travaille un peu en muscu, mais ça sert à rien parce qu'on va les travailler déjà lorsqu'on va frapper avec l'activité volée. Tu les fais pas passer les Cybex? Non. Sur Cybex? Oui. Non, pas de Cybex d'épaule, on fait des Cybex de genou pour les joueurs qui sont supposés être sujets à des tendinites. Je l'ai fait et je l'ai conseillé aussi. Faut bien, sur l'épaule, le protocole il n'est pas bien en place et en plus on n'est pas bien tenu au niveau du coude. Exactement, j'ai presque pété 2 joueurs ça l'année dernière, donc j'avais fait un accord avec l'institut, on a fait Cybex chez nous, jambes et les bras, je suis des marques. Ah non, les bras pour l'épaule c'est très traumatisant. Même pour les genoux déjà c'est traumatisant, mais voilà, pour l'épaule il faut faire attention. Oui, j'ai passé, j'ai fait des périgons. Ah ouais. J'avais vu un appareil qui faisait, c'était un volleyeur américain, je crois que l'un des coachs d'équipe américaine, où c'est un appareil en fait avec un cercle et une sangle à sang qui s'enroulait autour du cercle, autour de la main, pour faire de la rotation en plus de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un intérêt de faire ça en fait en même temps à l'extérieur, d'avoir la supination en même temps qu'on écarte? Est-ce que ça peut augmenter sa contraction? Mais ça ne travaille pas les muscles différents. Non, il va intervenir sur les mêmes muscles, sur sa rotation externe. D'accord. Pour le baby-foot. On a des la baby-foot là. On a des bons là. Ah ouais? Ah ouais, je vais bien jouer avec vous là. Voilà les muscles, souvent, celui-là qui est très important. Souvent, on a des déchirures ici, des tendinites ici, parce qu'on a notre joueur qui a son épaule comme ça. Et donc là, il est important de travailler les abaisseurs. Donc, votre joueur, vous le mettez juste assis au sol, les mains ici, vous lui demandez de décoller les fesses, rien que ça, il travaille ses abaisseurs. Juste ça. Il est assis, dans votre échauffement, il y a un exercice qui s'appelle l'exercice du cul-de-jatte que vous pouvez leur faire faire. Votre joueur ou votre joueuse est ici, je le mets là, je lui fais ça, je recule. Et je vais lui demander de traverser tout le terrain comme ça. Et donc dans l'échauffement, on inclut les abaisseurs. Pareil, vous pouvez le mettre à plat ventre, il vient chercher là devant et il appuie. Un peu comme de la natation. Et là c'est pareil, on va faire travailler le grand dorsal qui va être un abaisseur de l'épaule. Donc il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire comme ça. Il y a une vidéo qui a été faite par Olivier Poli. Vous regardez l'échauffement Cannes, vous la trouvez. Et il y a plein de petits exercices qui sont super, que vous pouvez incorporer dans vos échauffements. C'est très bien. Voilà, le sous-épineux, il est adducteur du bras. Donc voilà les exercices, c'est une petite vidéo d'un exercice. Sur un Swiss ball, je vais travailler en même temps ces petits muscles et je vais travailler en excentrique sur le côté. Lorsque je fais cet exercice-là, il est très important ici de ralentir la descente. Comme ça, j'ai un travail. Le travail excentrique permet également de redonner une certaine longueur aux muscles. Souvent, on est sur du raccourcissement. Quand je vais faire du développé couché, ben je vais faire du raccourcissement ici. Il est important sur de l'excentrique longue durée, donc vraiment très lent, de redonner une certaine longueur à votre muscle. Donc ici, quand on va raccourcir tous les muscles ici, trapèze en haut, et donc on va faire intervenir le sus-épineux, et bien il est important de lui redonner une certaine longueur en descendant très lentement sur le côté. Dernier sur la coque de rotateur, le sous-scapulaire qui lui va être un rotateur interne, mais par contre il va permettre de recoller l'omoplate à la cage thoracique. Souvent, on a les pointes d'omoplate, on voit les pointes d'omoplate qui dépassent ici, il faut essayer de recoller l'omoplate sur les joueurs. Et donc on va leur demander de faire un exercice, on va placer la main dans le dos et juste la décoller là, à ce niveau-là. Et sur certains joueurs qui ont des problèmes de rotation interne, parce qu'à un moment donné où je vais faire une rotation interne, vous le mettez à plat ventre, la main dans le dos comme ça, au milieu du dos, vous lui demandez de décoller la main, ben, il ne va pas pouvoir décoller la main, ben, je ne peux pas. Et vous lui mettez juste, vous lui dites déjà à vide, fais-le, déjà il faut pouvoir monter la main au milieu du dos. Ouais, un petit poids de 1 kg ou 2. Même pas 2 kg, c'est déjà à vide, ça travaille dur. Et 1 kg, déjà ça travaille beaucoup. C'est des petits muscles hein, tout ça.
Mais déjà, voilà, déjà, il faut pouvoir mettre la main dans le dos. Ça, c'est une première étape. Et ensuite, pouvoir la décoller. Et voilà. 100 cm à gauche et 100 cm à droite. Voilà. Et parce qu'à droite, vous avez déjà un problème de rotation interne. C'est votre bras le plus fort, vous êtes volleyeur, vous frappez énormément comme ça. Donc, on a perdu de la rotation interne. Et cette rotation interne, c'est très important de la regagner. Je fais des étirements dès que les joueurs ont des problèmes d'épaule. On en a très peu, heureusement. Mais souvent, dès qu'il y en a un qui me dit que je commence à avoir mal à mon épaule, je vérifie son étirement au niveau rotation interne. C'est-à-dire le joueur, je vais le placer au sol. Allonge-toi de dos, sur dos, s'il te plaît. Je le place au sol. Ici, je vais venir recaler son omoplate. Là, je viens replacer son omoplate et je lui appuie sur son épaule. Je lui laisse son épaule bien au sol comme ceci. Je viens lui mettre son coude là, l'épaule toujours appuyée, et je regarde jusqu'où il peut descendre. Donc normalement, il faut que la main touche le sol, les doigts touchent le sol. Donc là, j'appuie fort. Ensuite, le joueur, je vais appuyer tout doucement pour travailler cet étirement, parce que c'est très dur. Ici, on va essayer de descendre comme ça. Il faut que le coude essaye de rester à 90. Voilà. Et là, normalement, il doit toucher. Des joueurs qui ont des problèmes d'épaule, vous verrez les gros volleyeurs avec des grosses épaules, là, c'est pas trop mal. Et là, il faut essayer que les doigts, même avec le poignet cassé, touchent le sol. Et tous les joueurs qui ont des sujets à des tendinites du non-biceps n'arrivent pas à avoir cette rotation interne. Et donc, ce qui va les handicaper, ce qu'on disait sur le geste d'attaque, là, l'épaule, elle va sortir pour pouvoir avoir cette rotation interne. Là, si j'avais lâché ma main de l'épaule, on pouvait toucher le sol, mais l'épaule se serait levée. J'aurais dû vous faire voir, c'est vraiment geste d'attaque. Et c'est là que je crée des conflits au niveau de mon épaule. Donc, ce muscle-là va permettre de recoller l'omoplate. Est-ce que tous ces muscles, ça permet, c'est juste en prévention, ou est-ce que ça permet aussi, ça améliore aussi le geste? C'est surtout en prévention. Surtout en prévention. Il n'y a pas de force proprement dit dans ces muscles-là pour la force de frappe ou tout ça. Donc ici, ce sont des rotateurs internes et ils sont importants pour la stabilité de l'épaule pour pas qu'elle puisse se balader. C'est pour ça que de temps en temps, le faire travailler, ça devient intéressant. La tendinite rotulienne. Donc plusieurs causes et facteurs sur cette tendinite rotulienne. Tout d'abord, l'utilisation excessive, c'est-à-dire je fais trop sauter ou je fais trop courir ou mon entraînement est trop volumineux ou une reprise trop importante va créer une inflammation au niveau du tendon. Soit une chute, je me cogne contre un banc, juste au niveau de mon tendon, voilà, il prend un petit impact, ça crée une inflammation. Ça peut être un déclencheur d'une tendinite qu'on va avoir du mal à soigner parce que derrière ils vont sauter. Donc ça peut être délicat. Soit un joueur qui tombe trop souvent sans genouillère, enfin des mauvaises genouillères qui tombent tout le temps sur les genoux, et on va abîmer le tendon à ce moment-là. Soit une faiblesse musculaire. Ce qui est très important, c'est que notre quadriceps, vaste interne et grand droit, vont devoir, eux, prendre l'impact. C'est eux qui doivent prendre l'impact. Quand le joueur il retombe, il ne faut pas que ça se passe au niveau tendineux. Il faut que ça soit le muscle qui prenne la compression et qui encaisse la chute. Si le joueur n'est pas assez musclé, et c'est dans cet esprit-là, il faut un minimum de viande quand même, surtout sur le train inférieur, pour qu'il puisse emmagasiner les impacts et toutes les réceptions de saut, et que ça ne se passe pas au niveau tendineux. Soit d'un seul coup j'augmente ma charge d'entraînement, ou soit des mauvais étirements. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre quadriceps, le quadriceps, à force de le muscler, il se raccourcit, il tire sur le tendon quadricipital. Parfois on a des tendinites au-dessus de la rotule, c'est des tendinites quadricipitales, mais ça tire sur ma rotule, donc ma rotule va vers le haut, qui va tirer sur mon tendon rotulien. Le tendon rotulien, à force d'être étiré, au bout d'un moment il en a marre, ça crée une inflammation, apparition de la tendinite. Donc souvent, c'est pour ça que le kiné, ils font souvent des straps où ils enveloppent la rotule au-dessus et ils abaissent la rotule pour essayer de relâcher le tendon rotulien. Les étirements qui permettent de et donc l'étirement juste du quadriceps, ici, va permettre de refaire grandir, si on peut dire, le quadriceps, le relâcher,
rabaisser la rotule et donc soulager le tendon rotulien. Souvent également dans les genouillères, vous voyez, il y a un rond au milieu de la genouillère pour bien la positionner, la genouillère. Et elle va être vers le bas, elle va être ramenée un petit peu vers le bas, cette rotule. Rapidement sur les étirements, là, à quelle heure vous devez aller voir? On va pas tarder. Normalement, là, maintenant, juste une petite... Alors, juste... les étirements, il y a eu une grosse étude de Cometti qui a été faite, que tout le monde a lu, comme quoi les étirements, c'était pas bon. Personnellement, je suis absolument contre cette étude. Si vous lisez l'étude en entier, mais vraiment entièrement, vous avez les 3/4 de l'étude qui vont vous dire que les étirements c'est pas bon, parce que perte de vitesse, moins bon sur les sauts, parce qu'il y a des études de fait sur le triceps sural après des étirements. Donc oui, on saute moins haut apparemment lorsqu'on fait des étirements. Mais par contre, le petit quart... Il ne voulait pas dire ça. Il disait que l'étirement après de l'effort physique, ça n'aidait pas à la récupération. C'était avant. En fait, dans son étude, il parlait des étirements avant les efforts physiques. Il disait que l'étirement diminuait la contraction musculaire. La contraction musculaire. Dans l'heure, ça suffit pas. Dans l'heure, il parlait beaucoup. Ouais, juste après. Juste derrière. Donc il disait que l'étirement, pour gagner de la souplesse, il comprenait. Et non, il disait que lui, justement, les étirements ne permettaient pas de gagner en souplesse, mais juste permettaient, parce qu'on s'arrête de s'étirer parce qu'on a une douleur, ça fait mal au bout d'un moment si j'écarte trop les jambes. Et il disait qu'à force de faire ça, le joueur avait une tolérance à la douleur, donc pouvait aller plus loin, parce qu'il avait une tolérance à la douleur. Dans l'étude, c'est clairement ce qui est écrit, c'est que le joueur apprenait à avoir une tolérance à la douleur. Et donc, tout ça, je suis entièrement d'accord avec lui, mais sur des effets à très court terme. Et donc, dans son étude, quand on la lit entièrement, c'est ça. Les 3/4 de l'étude, c'est les étirements, c'est pas bon, les étirements, c'est pas bon, à court terme. Par contre, c'est pas les dernières études ça, c'est juste qui elles disent au contraire, il y a 3 types d'étirements. Il y a l'étirement à faible amplitude au début d'entraînement, il ne faut pas aller chercher beaucoup d'amplitude. Après, il y a les étirements de fin d'entraînement. Et puis, il faut aller vers des séances de souplesse, mais des séances indépendantes du volume. C'est ça? À part entière. Oui, il faut aller plutôt dans ce sens-là. Mais quand vous regardez la dernière étude de Cometti, sa toute dernière partie dit qu'à long terme, les effets sont très positifs. Permettre de la prévention des blessures. Par exemple, un joueur, si le joueur ne peut plus attaquer le petit diac parce que justement il a une tendinite à l'épaule, mais c'est parce qu'il a perdu en rotation interne à cause de sa souplesse. Donc ce joueur-là, s'il a besoin de s'étirer un petit peu avant sa compétition, peut-être qu'il frappera un peu moins fort parce qu'on a perdu un petit peu en élasticité musculaire et on a perdu sur de la compliance, on appelle ça. Mais par contre, peut-être qu'il va pouvoir attaquer le petit diag. Donc je vais récupérer une caractéristique technique de mon joueur, mais peut-être qu'il va frapper un peu moins fort. Parce que s'il ne fait pas ces étirements-là, ben peut-être qu'il va avoir mal à son épaule. Et s'il a fait son étirement, ben peut-être qu'il va pouvoir attaquer le petit diag. Parce qu'il va falloir que son épaule elle passe là devant. Donc là, moi, ça m'intéresse. Si le joueur il peut faire ça juste parce qu'il s'est étiré, qu'il frappe un petit peu moins fort, je me dis c'est pas grave. Enfin, après, c'est à vous de savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais dans la récupération, dans tout ce qui est écrit, c'est très important. Et à long terme, on a même une augmentation des facteurs nerveux et un gain de détente avec des étirements. Il y a des études qui l'ont montré. On a une meilleure souplesse, une meilleure réactivité musculaire avec des muscles souples. La question sur ça, tous les entraîneurs, tous les joueurs de volleyball, ils prennent 1 heure d'échauffement. Moi, je suis contre ça. 1 heure d'échauffement? Oui, 1 heure d'échauffement, c'était avant le match, ils sont 1 heure avant la salle, ils commencent à s'échauffer, s'étirer doucement. Moi, je suis contre ça parce que physiologiquement, normalement, après les 5 minutes, on commence à dépenser de l'énergie. C'est vrai ou c'est pas vrai? De toute façon, vous allez en dépenser de l'énergie, quoi qu'il arrive. Donc. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à un seuil d'activation qui va vous permettre d'être prêt pour votre match. Alors, pour moi, il y a 3 phases dans un échauffement. Pour moi, il y a plusieurs phases dans un échauffement. Il y a une phase de déverrouillage articulaire qui va avec une phase de mise en activation cardio. Donc ça, c'est la première phase. Juste déverrouillage par des petits gestes, je fais ça à mes joueurs, je déverrouille avant au de niveau articulaire. augmenter la température. Tout à fait. J'ai ce déverrouillage articulaire, bassin, genou, cheville.
Ensuite, augmentation de la température corporelle. Parce qu'on va libérer un petit liquide qui va permettre une meilleure circulation au niveau des ponts actine-myosine pour faire votre contraction musculaire. Donc là, en gros, on va fluidifier les muscles. Donc ça, on va permettre ce glissement-là plus intéressant. Donc monter en température corporelle au niveau du corps. Ensuite, une petite phase d'éveil musculaire. Je vais faire 3 pompes, je vais faire 3 abdos, je vais faire 3 flexions de jambes, enfin, toute une petite phase où je vais faire pas de la musculation, mais un peu de renforcement musculaire et de mise en tension. 10 minutes. Ben, vous allez avoir 3 minutes de verrouillage articulaire, vous avez 6-8 minutes d'activation cardio, vous avez 8-10 minutes pour l'activation musculaire, et vous avez encore 8-10 minutes pour la dernière partie qui va être activation de tous les facteurs nerveux. C'est-à-dire, je prends 2 joueurs, je leur dis de faire le jeu que font tous les gamins, mets tes mains au-dessus de la mienne, je te touche. Là, il faut y aller. Là c'est mise en condition pour aller le match. Là, il va falloir rentrer dedans. Est-ce que je suis capable de bouger? Est-ce que mon central, là, il va être capable de réagir très vite? Voilà, plein de petits jeux de vitesse où vous avez une balle, le joueur, hop, faut qu'il rattrape la balle le plus vite possible. Tout ce qui va être par des jeux de facteurs nerveux, des accélérations, parce qu'il faut que je sois prêt à accélérer. Si j'accélère à mon premier sprint, généralement, si vous faites des chronos, c'est pas votre meilleur sprint le premier. Donc si le joueur, on lui a fait faire 3 exercices et ça y est, 0-0, l'arbitre ici, on démarre, il n'est pas prêt à jouer. Déjà, il n'est pas prêt dans sa tête, il n'est pas prêt physiologiquement. Donc il y a une nécessité là-dedans. Par contre, là-dedans, j'ai pas mis d'étirement. Il y a 0 étirement passif là-dedans, sauf pour un joueur, comme j'ai dit juste avant, qui pour une caractéristique très précise en a besoin. Sinon, je vais mettre des étirements, mais plutôt des étirements balistiques. C'est-à-dire, je veux m'étirer quadri-ischio, voilà. Là, j'ai un étirement balistique, voilà, tout ça. Adducteur, étirement balistique. Tout ce qui est étirement balistique, ça va devenir intéressant. Et vous là, au niveau du lycée, quand est-ce que vous faites des séances d'étirement à quel moment? Alors, les joueurs font de même le soir un petit peu à chaque fois 10 minutes. En fin de séance? En fin de séance, ils font des séances d'étirement. Il y a aussi des interrogations sur des questionnements sur est-ce que les étirements en fin de séance, soit une séance dure ou une grosse séance de muscu par exemple, est-ce qu'ils n'étaient pas plus perturbants et destructeurs que les premiers facteurs de récupération? Alors, il faut faire très attention, surtout après une grosse séance de muscu. Dans une séance de musculation, vous allez un peu abîmer des fibres. Pas raccourcir, mais abîmer des fibres. On abîme des fibres. On va créer des micro-déchirures pendant une séance de muscu. Et c'est comme ça qu'on va avoir des adaptations musculaires aussi, parce que le muscle, on va le reconstituer à notre façon, un peu, si on peut. Ça se passe un peu comme ça, c'est un peu complexe, mais voilà. Et aussi, puis il y a plein de choses avec. Et les étirements, c'est aussi des micro-déchirures. Donc si tu en rajoutes, ça fait... Donc voilà, il faut faire attention. Après une grosse séance de musculation de force max, où là je ne conseillerais pas du tout de faire des étirements. Par contre, juste redonner une amplitude normale, là oui, donc sans chercher à tirer trop fort, oui, juste retrouver une aisance dans ces articulations. Donc le joueur peut prendre une position qui pour moi va être au moins d'1 minute, mais sans trop tirer. Je suis partisan, il faut dépasser le réflexe notatif. C'est-à-dire, dès que vous allez imprimer un étirement au muscle, il va répondre par une contraction. C'est le réflexe notatif. Après, sauf si vous y allez tout doucement. Généralement, c'est une contraction un peu violente, il répond à un étirement un peu violent, il répond à une contraction. Mais il faut laisser le temps au muscle de vraiment se relâcher, et il faut que ça se fasse dans le temps. Et vous verrez que vous ne perdrez pas, je pense sincèrement, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, de l'explosivité. Non. Vous avez des personnes, vous prenez un coureur de 110 mètres. L'inquiétude, c'était plus de se dire, comme il y a déjà eu des lésions, est-ce qu'on va pas en refaire encore plus, quoi, tu vois Pas après une séance de volley. Vous pouvez les étirer dans une séance. Par contre, vous faites une séance de force max en muscu, là, je ne conseillerais pas de faire des étirements poussés. Petit exemple, vous prenez un coureur de 110 mètres haies qui lui doit être très explosif, très rapide, il vous fait le grand écart dans tous les sens, il met les pieds derrière la tête, et donc ce sont des joueurs qui ont des très grandes vitesses d'exécution sur le bas du corps et qui sont très très souples. Donc la souplesse ne diminue pas la vitesse Et juste pour finir, vous en faites sinon des séances? Oui, ils ont des séances d'1 heure. Par exemple, la semaine prochaine, lundi, mardi, ils ont des séances d'1 heure d'étirement. D'accord.
Ils sont en repos. C'est toi qui les... Et c'est moi qui les dirige. Et ils ont une séance d'1 heure d'étirement. Sous forme passive. Passive. Essentiellement passive. Avec des séquences de, je sais pas, forcément 1 minute. 1 minute d'étirement répété 3 à 4 fois par groupe musculaire. Pour étirer les muscles, pour avoir un étirement, regardez une certaine longueur en son muscle. Juste petite étude très très rapide, donc on ne parlera pas de planification. Donc sur la force, l'étude dont je vous parlais sur les plateformes de force, juste 5 minutes encore et je vous libère. Ce qui est important ici, ce sont ces chiffres. Lorsque vous allez faire un squat jump, donc allez sauter le plus fort, le plus haut possible, vous allez exprimer une force, un pic de poussée qui est égal à 1400 newtons. Uniquement sur le pic de poussée. Oui, il ne veut plus marcher. Ensuite, toujours sur mon squat jump, mais cette fois pas sur le pic de poussée, mais sur le tir de retour. On a parlé de freinage. Cette fois, j'étais à 1004 tout à l'heure. Cette fois, je suis à 3500 newtons. Donc on voit ce qui est traumatisant pour le genou et les tendons, c'est pas forcément la poussée, mais c'est peut-être la phase de freinage qui va être importante. Et quand tu apprends à freiner, tu limites ou non, tu limites pas la charge. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Quand j'apprends la force de... Eh bien justement, je vais la limiter dans une mesure où je ne vais pas demander à la personne de sauter très haut. Là, j'ai demandé à la personne de sauter très haut. Sur un contre-mouvement de jump, on était à 1004 tout à l'heure, on est à 1005, on était à 3005, on est à 3007 cette fois Newton sur le pic d'inversion. Si on passe sur un squat à poids de corps, on voit qu'un squat à poids de corps sur le pic de retour de charge, on est à 2005. Donc tout à l'heure, on était à 3007 sur un contre-mouvement de jump. Donc un squat chargé à poids de corps est moins traumatisant qu'un saut à poids de corps. Juste un saut sur le pic d'inversion. Donc ça, c'est assez important comme étude. Le retour de charge, c'est à 2004. Lorsque je franchis une haie, sur le pic d'inversion, au moment où je fais du saut, donc on parle de pliométrie vers le haut, lorsque je vais retomber sur la plaque de force, le pic d'inversion, après ça dépend des hauteurs, mais à 70 cm, va être cette fois à 4005, 7 fois le poids de corps. Alors tout à l'heure, juste sur le squat à poids de corps, on était à 3005. 2005 sur celui-là? Le squat à poids de corps? Ouais, 3005 c'était le contre-mouvement. Donc, il vaut mieux faire de la musculation que des bondissements à des jeunes. Tout le travail est en train de faire, en remplaçant la pliométrie. C'est-à-dire que tu fais un exercice à muscu et des suites tu te fais un transfert en vitesse. Moi, je ne suis pas trop sur ce travail de transfert comme ça. Le transfert, il va se faire. Déjà parce que nos joueurs, ils commencent parfois par la muscu et ensuite ils vont voler. Là, ils ont déjà un transfert. Dans le cas inverse, le lendemain, ils font. Donc, il y aura, quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce travail de transfert. Sur ce transfert immédiat, je le travaille quand je fais du contraste de charge. Si je demande à mon joueur, comme en ce moment, parce que j'arrive proche de ma compétition, il ne me reste plus qu'un mois et demi, donc quand je lui demande de faire un pullover, je vais lui demander de faire un pullover à 70%, et derrière, je vais lui demander de prendre un medicine ball, et de là, d'envoyer le medicine ball. Donc là, je fais du contraste de charge, mais je n'appelle pas forcément transfert. Tu es en vitesse, tu es en puissance, tu es en quoi? Là, c'est de la puissance. C'est la puissance. C'est le travail de puissance qu'on va faire sur du contraste de charge. De la puissance vitesse, mais on est sur de la puissance. Et c'est absolument dans ce facteur-là, dans ce registre-là qu'il faut travailler, autour de ce registre-là, la puissance. Pour la réponse à 15 jours avant. Ça va dépendre des joueurs, et ça va dépendre si c'est un cycle, ça va dépendre si c'est une séance, ça va dépendre de beaucoup de choses. Non, sur les cycles, parce que quand tu fais la courbe de l'année... Ça veut dire jusqu'à minuit. Non, mais c'est intéressant, ce sont des trucs qui travaillent. Sur les effets compensatoires. C'est ça, je fais des effets compensatoires, donc je fais de la force, vitesse, résistance, donc voilà, donc j'ai des pics, les sportifs, et normalement, il doit être bien. Une séance de contraste de charge, on va être entre 3 et 5 jours. Sur une séance. Après, voilà, est-ce que c'est une séance, est-ce que c'est un cycle? Ça dépend de... Mais il faut... Tu verras. En gros, un gars qui peut pas faire un
Un poids de corps, Alors voilà, une chose qui a été instaurée avec les entraîneurs, c'est si je ne peux pas faire de squat, je ne joue pas au volley. Parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés une année et disent ah, j'ai mal au genou, moi je faisais pas de squat avant. Tu fais des squats pour avoir mal au genou. Tu joues au volley mais tu ne fais pas de squat. Donc moi ça m'a pris un peu les boules. Donc au cours d'une discussion avec les entraîneurs, ils ont dit bah, c'est simple, nous pour aller dans ton sens, le joueur il ne peut pas faire de squat, il ne joue pas au volley. Il est en rééduque, tu le gardes avec toi, tu fais ce que tu veux mais il ne joue pas au volley. Donc les joueurs ils ont dit ah bah merde, si je veux jouer au volley, il faut que je fasse des squats. Donc ils s'y sont mis. Puis après ils ont dit bah, c'est bizarre, à force de faire des squats, j'ai moins mal au genou. Donc voilà. Mais il a fallu passer par certains moyens pour y arriver. Et l'histoire des tendons qui ne seraient pas assez par rapport au muscle. On dit que chez les joueurs dopés, c'est quelque chose qui pas forcément chez les jeunes. Chez les jeunes, le muscle grossit plus vite que le tendon. Donc souvent, quand vous développez votre jeune, si vous voulez aller trop vite, il va augmenter sa masse musculaire, mais le tendon ne va pas suivre. C'est là où on va avoir des blessures. Merci beaucoup. Merci David. Désolé, on a été pressé, mais. Et de toute façon, Stop. C'est pas avec qui on va j'ai 4 places. 2 places. Allez, ok, là. 3 pour 3. Et par contre, je ne crois pas qu'on pose tout. Il est passé On va réussir, c'est bon. Cédric, manger là, non? Manger là? Il y aura demain, tu viens avec moi. Je viens avec les volets, juste avant de développer les affaires, on peut les mettre dans le coffre. Mais attends, je veux pas être encore en raclo là. pour savoir ce qu'on fait avant. Il veut pêcher au Robert.